Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus de l'hypnose hellmanienne parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, c'est pas encore beaucoup très connu en France. Donc, je vais t'en parler un petit peu, d'où est-ce que ça vient, comment ça s'est construit, et un petit peu les différences qu'on peut constater aujourd'hui avec d'autres types d'hypnose un petit peu plus connus, en tout cas en France. Alors, rapidement, déjà, faut que je t'explique quand même d'où vient l'hypnose. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, hein. Tu verras, ça va aller très vite. Euh, alors déjà, la toute première hypnose au monde, hein, si on en croit les écrits religieux au final, le premier hypnotiseur, ça serait Dieu, puisque il a mis Adam dans un profond sommeil, et puis il a fait une opération chirurgicale en prenant une de ses côtes pour créer Ève par la suite. Donc, si on en croit les écrits religieux, ça serait la première opération chirurgicale sous hypnoanesthésie. Si on se contente un petit peu de faits historiques, on retrouve dans l'histoire, dans l'Antiquité, il y a plus de 4000 ans, on retrouve déjà des temples du sommeil, qu'on appelait aussi des temples de guérison, des temples de rêve. On retrouvait ça surtout chez les Grecs et chez les Romains, où ils décrivaient déjà des états hypnotiques. Alors ces temples, c'était déjà en quelque sorte des hôpitaux qui avaient pour objectif de guérir de nombreuses maladies, euh, qui probablement, pour beaucoup, étaient de nature psychologique. Donc on amenait le patient dans un état modifié de conscience, un état hypnotique, et ça permettait d'analyser les rêves pour pouvoir déterminer le traitement le plus adapté pour la personne. Ensuite, on va faire un bond en avant, hein. Je vais passer les Mesmer, les Braid, les Esdale, etc. pour se concentrer plutôt sur l'histoire de l'hypnose hellmanienne, hein. Même si tout est lié, hein, on va faire un cours d'histoire, sinon ça prendrait des jours. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parlera un petit peu plus. Alors je prétends pas tout connaître non plus, mais bon, en tout cas ce que je sais, moi je veux bien le partager. Et donc, quand on étudie un petit peu l'hypnose sur le XXe siècle, il y a deux noms qui ressortent toujours. C'est Erickson, Milton Erickson, et ça en France on l'a bien remarqué, c'est très présent en France. Et Dave Hellman aussi, dont on parle un petit peu moins, et puis je vous expliquerai pourquoi, parce que ça aussi c'est intéressant. Donc ces deux personnes-là, c'est vraiment deux pionniers qu'on peut considérer comme les inventeurs de l'hypnose moderne. Hellman, contrairement aux inductions d'Erickson, donc l'induction c'est la phase qui permet de faire entrer une personne dans un état d'hypnose, celle d'Erickson pouvait prendre beaucoup de temps, en général au moins 20 minutes, et Hellman, lui, avait développé une technique qui permettait de plonger une personne dans une transe très profonde en quelques instants, ce qui était spectaculaire à l'époque, et c'est ce qui a inspiré aussi beaucoup l'hypnose de spectacle. Alors, comment Hellman s'est inspiré, comment il a construit tout ça? Comme Freud, il s'est beaucoup intéressé aux travaux de Bernheim. D'ailleurs, Freud et Bernheim ont fait de l'hypnose, hein. Ils se sont beaucoup intéressés à l'hypnose. Freud a commencé par l'hypnose, et ils ont fait un travail remarquable sur l'importance de la suggestion en hypnose. Le problème, c'est qu'ils ont mis un petit peu de côté la technique, et c'est ce qui a fait défaut par la suite, et c'est pour ça que Freud a créé la psychanalyse, parce que déjà, bon, il n'était pas très bon en hypnose. C'est marrant parce qu'il y a une série sur Freud en ce moment sur Netflix. Et bon, j'ai juste regardé le premier épisode, mais on se rend bien compte de ça. Ils ont bien réussi à transmettre le fait que Freud, bon, l'hypnose, il n'était pas très bon, mais il avait compris des choses quand même. Par contre, ce qui l'intéressait, lui, c'était pas tellement d'aider les gens, c'était plutôt vraiment de comprendre le fonctionnement du cerveau, et la psychanalyse lui a permis des résultats remarquables, donc c'est une très bonne chose, mais voilà, il s'est du coup éloigné de l'hypnose, euh, et c'est dommage parce qu'à mon sens, ces deux
ces deux matières, on va dire, ces deux techniques auraient beaucoup de choses à partager. Hellman, lui, il avait bien compris l'importance de la technique, et c'est ça qui lui a permis d'avoir des résultats très rapidement. Alors, pour faire simple, Hellman, son intérêt de l'hypnose, lui est parvenu dès l'âge de 8 ans. En fait, il a un petit peu toujours baigné dedans. Son père faisait déjà de l'hypnose, et il a vu son père déjà... donc ça, c'était à l'âge de 6 ans, il a déjà vu son père soigner un bégaiement par l'hypnose. Et puis 2 ans plus tard, voilà, son père souffrait d'un cancer en phase terminale. Et puis il a demandé à un ami hypnotiseur de venir soulager ses douleurs qui ont été provoquées par le cancer. Et les résultats ont été bluffants. Et là où la médecine de l'époque avait atteint ses limites, cet homme qui est venu hypnotiser son père a fait, entre guillemets, des miracles. Alors il ne l'a pas soigné, hein, mais ça a permis à son père de jouer encore quelques dernières fois avec son fils, donc Dave Hellman. Et ce jour-là, Dave Hellman, il s'est rendu compte vraiment du potentiel de l'hypnose. Il a beaucoup étudié, beaucoup travaillé, puis il s'amusait même à l'école à hypnotiser ses copains. Et assez rapidement, il est devenu le plus jeune et le plus rapide hypnotiseur du monde. Alors au début de son adolescence, c'était une grande famille, je ne sais plus combien ils étaient, mais ils étaient assez nombreux. Et donc une famille sans père, ils ont dû tous faire un petit peu des petits boulots. Et donc lui, pour aider sa famille, il était assez surdoué, hein. Il était musicien, il faisait du coup de l'hypnose de scène, il faisait du saxophone, du violon. Plus tard, il a même été compositeur pour Louis Armstrong, pour Sidney Bechet. Donc c'était vraiment quelqu'un de très présent. Il était très connu aux États-Unis, pas tellement pour l'hypnose, mais parce que c'était un homme de radio. C'était un animateur radio. Et donc il avait un succès un petit peu pas trombadour, mais bon, il n'était pas vraiment pris au sérieux, en tout cas au départ, dans le monde de l'hypnose. Et puis, en discutant avec un ami médecin plus tard, Dave lui fait du coup des démonstrations un petit peu de comment on peut contrôler la douleur en hypnose. Et puis son ami, qui était vraiment impressionné, lui a demandé de pouvoir former ses collègues, médecins, dentistes, psychologues, pour l'hypnose. Et donc jusqu'à sa mort, Hellman a enseigné uniquement à des médecins et des dentistes, des psychologues, l'hypnose, alors que lui était, entre guillemets, au vu des autres, un simple animateur de radio. Et donc ça lui a permis de développer des méthodes qui sont considérées encore aujourd'hui comme des grands classiques de l'hypnose médicale et de l'hypnothérapie moderne, parce qu'il avait des résultats assez rapides, et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le milieu médical. C'est pour ça que le milieu médical s'intéresse beaucoup à cette technique d'Hellman. Alors la différence avec Erickson, Dave Hellman, il voulait pas critiquer les autres formes d'hypnose, il voulait propager sa vision. Il voulait que le monde sache ce qu'il était capable de faire et qu'il obtenait des résultats avec une vision totalement différente de ce qui se faisait déjà à l'époque. Tous les deux, Erickson et Hellman, ils ont apporté une vraie richesse de connaissances, une vraie sagesse dans le domaine de l'hypnothérapie. Cet article-là, et même en général, je ne suis pas là pour dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein. Ils ont tous fait des choses remarquables à leur façon, mais c'est important de voir aussi les différences pour savoir ce qui nous plaît, vers quoi on se tourne, ou tout simplement pour la culture, et puis aussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que ces deux personnes-là ne se sont jamais rencontrées, hein. Pourtant, Hellman avait proposé à Erickson de lui apprendre ce qu'il sait faire, mais Erickson, qui lui était médecin, psychiatre, hein, s'est vexé de cette proposition. Que Hellman, qui était un profane, hein, un animateur de radio, un hypnotiseur de scène, qui lui propose de lui apprendre l'hypnose, ça l'a vexé. Et donc on retrouve d'ailleurs facilement sur internet un interview où Erickson se moque littéralement en public d'Hellman de cette proposition.
Donc ça c'est dommage parce que tous les deux auraient pu faire un grand travail. Alors, faut rappeler aussi que Erickson, lui, il a une formation de psychanalyse qui est issue de Freud, qui lui-même qui même mettait 100 à 300 heures pour faire une cure. Donc c'était assez long. Hellman, lui, il agit très très rapidement et il fait des démonstrations sur scène où il résout un bégaiement en 20 minutes. Quoi. Ça, il fait ça devant des médecins. On retrouve aussi pas mal de photos ou d'audio là-dessus. Et pourtant, c'était un travail qui était assez approfondi et écologique pour la personne parce que déjà, ces techniques d'hypnose lui permettaient d'aller très profond, mais le fait qu'il soit très rapide, ça lui permettait de ne pas remuer un problème pendant des centaines d'heures. Et donc ça, forcément, ça avait une certaine puissance et une certaine rapidité qui était assez spectaculaire. Surtout dans cet enregistrement où on entend un homme qui a un bégaiement depuis 43 ans, il me semble, un bégaiement qui est résolu en 20 minutes. Pour l'époque, c'est assez spectaculaire. Alors, il y a une différence aussi dans les styles d'approche, dans les styles de thérapie. Hellman faisait ce qu'on appelle de l'hypnose un petit peu paternelle. Et donc dans ce style, dans ces techniques de travail, l'hypnotiseur est assez directif. C'est un petit peu lui qui décide, et puis le sujet, lui, fait sa part du travail, hein, et il n'est pas inactif, mais il suit les consignes. Et puis c'est l'hypnotiseur qui mène un petit peu la danse. En utilisant cette approche, l'hypnothérapeute hautement qualifié peut éliminer tout ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir aborder rapidement le problème et traiter comme un problème qu'il doit résoudre tout simplement. Erickson, lui, avait plutôt une approche, ce qu'on peut appeler une hypnose maternelle. Alors que Hellman, lui, dirigeait beaucoup, Erickson, lui, il offrait plusieurs options. C'est une approche plus douce, qui est pas moins efficace, hein, mais son objectif, c'est moins de réparer les choses, c'est plus un petit peu de comprendre et aussi d'engager les propres ressources inconscientes du client. Donc le client travaille quand même à sa façon. En résumé, l'hypnose hellmanienne, c'est une technique d'hypnose qui permet d'aller déjà rapidement dans un état profond, on ne passe pas par quatre chemins. Ça permet des changements profonds et durables sans avoir à travailler sur des thèmes qui ne nous plaisent pas forcément pendant plusieurs heures. Et grâce à cette technique, moi je peux constater que le sujet, les clients sont assez rassurés par ce côté paternel, sécuritaire du thérapeute qui dirige un petit peu la séance, de manière à aller à l'essentiel et de ne pas entamer des heures et des heures de séance, quoi. Donc voilà un petit peu rapidement ce que c'est que l'hypnose hellmanienne, d'où elle vient, et aussi quelques différences avec l'hypnose ericksonienne. Alors encore une fois, il n'y a pas une meilleure que l'autre, ça dépend des personnes, ça dépend du thérapeute, ça dépend du moment de ta vie aussi. Moi je te propose de teste les deux, puis tu verras ce qui te plaît mieux. En général, sur les premières séances, les gens ne choisissent pas forcément un type d'hypnose, ils choisissent surtout l'hypnotiseur qui est à côté de chez eux, et puis c'est pas plus mal, de toute façon, faut bien essayer pour voir ce qui est différent. Et puis voilà, c'est deux techniques différentes, mais qui ont le même objectif derrière, donc quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne chose de faire cette démarche, donc je vous y encourage vivement. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, un mail, peu importe. Et puis en tout cas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, et puis je vous retrouve bientôt.